Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts et consignations et directeur de la Banque des territoires, et Monsieur Gilles Vauquelin, directeur du plan de relance transition écologique et énergétique de la Banque des territoires. Messieurs, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur un sujet central, stratégique de votre groupe, dont nous souhaitons renforcer la prise en compte pour les politiques publiques. Je pense bien entendu au sujet de la transition écologique, les sujets d'adaptation. La Cour des comptes a salué en novembre dernier l'engagement de la Caisse des dépôts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Rappelons-le, votre groupe s'est fixé une cible marquante de 100 milliards, 100 milliards d'euros pour la transformation écologique entre 2024 et 2028. La Cour des comptes a aussi rappelé, fixé cette volonté de pouvoir renforcer ces processus de mesure de résultats et d'évaluation et à augmenter la transparence dans la gestion d'actifs. Est-ce que vous pourriez nous partager d'ores et déjà la prise en compte d'un certain nombre de ces préconisations, de ces recommandations par la Cour des comptes? Je disais tout à l'heure, vous êtes fixé un objectif marquant de 100 milliards, ce qui est un objectif tout à fait ambitieux. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager la répartition de l'effort entre atténuation et adaptation? L'adaptation, vous l'avez compris, est un sujet central dans nos travaux. La Caisse des dépôts a actualisé le mois dernier son plan d'action d'adaptation au changement climatique. Il porte sur l'adaptation du groupe dans sa gestion opérationnelle, comme sur l'adaptation grâce au groupe, en particulier sur les entreprises, à travers les décisions d'investissement de la Caisse et le dialogue actionnarial. Comment cherchez-vous à équilibrer l'urgence de réorienter les investissements, le coût à terme d'une adaptation insuffisante des entreprises au risque physique et le risque financier de voir se constituer dans cette transition ce que l'on appelle, ce que l'on qualifie d'actifs échoués dévalorisés? Enfin, la Banque des territoires a prévu 1,2 milliard d'euros pour accompagner l'adaptation des collectivités au changement climatique. Elles sont en première ligne face à son impact, mais les décisions à prendre sont parfois extrêmement complexes. Vous soulignez à juste titre que la prise de conscience est encore insuffisante et les demandes d'aide difficiles à formuler. Quelles préconisations souhaiteriez-vous partager pour justement simplifier et que justement les instruments de financement et de solidarité puissent être beaucoup plus à la portée de nos collectivités territoriales? Je vous laisse la parole, je ne serai pas plus long, et puis les orateurs de groupe auront l'occasion de s'exprimer. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole sur ce sujet qui est véritablement la priorité numéro 1 du groupe Caisse des dépôts. Comme vous le savez, lors du renouvellement de son mandat, Éric Lombard a fixé la transition écologique et environnementale au titre de sa priorité numéro 1 pour son second mandat à la tête du groupe Caisse des dépôts. La priorité numéro 2 étant la cohésion sociale, parce que je pense qu'on ne peut pas à la fois s'occuper de transition écologique sans s'occuper de cohésion sociale. Les transformations à venir sont tellement importantes qu'il faut absolument maintenir la cohésion sociale et territoriale, et c'est le patron de la Banque des territoires qui vous le dit, pour être en mesure de conduire ces transformations. Alors, la Caisse a toujours été présente en phase de crise. Elle l'a été dans le plan de relance du Covid. Et quelque part, le réchauffement climatique est une nouvelle crise et il appartient à la Caisse d'être au rendez-vous. Alors vous l'avez souligné, Monsieur le Président, on a pris l'engagement de mettre au travail dans le nouveau plan 100 milliards. 100 milliards, c'est un tiers de ce qu'avait évalué
Jean Pisani-Ferry, ancien commissaire surveillant de la Caisse des dépôts, dans son rapport, qui, pour assurer cette transition sur 5 ans, disait qu'il fallait 300 milliards. Alors, pour resituer un petit peu ce que sont ces 100 milliards, on avait déjà dans le précédent plan, parce que le réchauffement climatique n'est pas nouveau, on a été convaincus, prévu de mettre 60 milliards en faveur de la transition écologique et énergétique. Et cette cible de 60 milliards, elle a été très largement dépassée, puisqu'on a dépensé 80 milliards. D'où cet engagement de 100 milliards, qui représente 67% de plus par rapport au précédent plan, et qui seront à la fois sous forme de prêts et d'investissement. Alors vous avez demandé la répartition, Monsieur le Président, de ces 100 milliards. Le plus gros, à peu près un tiers, sera porté par la Banque des territoires, parce que c'est dans les territoires que se fait la transformation écologique. Un autre tiers sera porté par BPI France, parce que c'est les entreprises qui, elles aussi, sont en charge de se transformer. Et c'est tout le volet qu'on a chez BPI France d'innovation, à laquelle je vous ai particulièrement attaché. Et le reste va être pris par la gestion d'actifs et par les différentes filiales de la Caisse, la Poste, la CNP. Alors, au-delà de ces 100 milliards, il faut rappeler que la Caisse a un rôle d'effet de levier. En investissement, quand on met 1 euro, généralement on est capable d'avoir un effet de levier additionnel de 6 euros. Et donc ça, c'est notre rôle d'entraîneur dans des sujets comme les investissements dans les énergies nouvelles renouvelables, dans des sujets comme les infrastructures de recharge de véhicules électriques, d'avoir une capacité d'entraînement du secteur privé, mais pas seulement, aussi du parapublic dans les investissements que nous faisons. Alors, si je rentre un petit peu plus dans le détail des sujets atténuation d'abord et puis adaptation au changement climatique. Sur l'atténuation, on a une ambition qui est simple, qui est de rendre nos activités et nos flux financiers compatibles et résilients avec un développement neutre en carbone d'ici 2050. Donc si, après, je rentre dans les grandes masses, on a un sujet, et je vois Marjolaine qui n'est pas loin, qui me tient à cœur, que je peux en parler, qui est la rénovation thermique. Et on le sait, c'est quand même les activités les plus émettrices à gaz à effet de serre, c'est quand même les bâtiments. Et donc là, on a deux grands volets à la Banque des territoires qui sont la rénovation des bâtiments publics, c'est quelques 400 millions de mètres carrés qu'il faut rénover et qui vont mobiliser chez nous 2,5 milliards à l'horizon 2028. La rénovation des bâtiments publics, vous les connaissez, vous êtes élu de terrain, c'est la rénovation du gymnase, c'est la rénovation de la piscine, c'est la rénovation de l'hôtel de ville. Et puis c'est surtout parce que c'est la moitié des bâtiments publics, c'est la rénovation des écoles. Et on s'est lancé dans un grand problème qui est le programme EduRénov, qui est passé sous l'autorité de Gilles Vauquelin, qui consiste à rénover 10 000 écoles d'ici 2027. Donc c'est un quart des écoles françaises. C'est bien parti. Un an après le lancement du programme, on est déjà à 1500 projets et on a dans ce qu'on appelle notre vivier plus de 2000 projets en cours. Donc très fort engagement sur les bâtiments publics. Encore plus fort engagement sur le parc social HLM. Vous savez que c'est la mission classique de la Caisse des dépôts, c'est l'entretien du parc social HLM. Et là, dans ce plan, nous avons 14 milliards pour la rénovation des logements sociaux. En 2023, c'était 2,5 milliards de prêts qui ont été accordés pour la rénovation de 100 000 logements sociaux. Et là aussi, le mouvement social est très très engagé dans cette rénovation pour l'éradication des passoires thermiques. Nous faisons le point hier, justement, COMEX avec Gilles Vauquelin. Le parc privé comporte 17% de passoires thermiques, là où le parc de logement social est à moins de 8%. Et ça se résorbe très fortement. Et donc ça, c'est vraiment très très important pour la rénovation thermique. Quand même, la meilleure des énergies, c'est encore celle qu'on ne dépend pas. Alors, le parc privé, la Caisse n'a pas de rôle, mais vous savez que je me suis engagé sur un rapport que j'ai remis au gouvernement en 2021 pour aider la rénovation du parc privé avec le développement des accompagnateurs Rénov'. Puis on échangeait avec le député Bricout sur le prêt avance rénovation. On le suit. Si on peut être utile à un moment sur la rénovation du parc privé, on le fait, mais c'est quand même de la responsabilité du secteur privé. Alors, à côté de la rénovation, qui est donc vise à limiter l'émission de gaz à effet de serre, on a un investissement très fort dans les énergies nouvelles renouvelables. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais la Banque des territoires finance 20%
des capacités additionnelles d'énergie nouvelle renouvelable en France. Alors, si l'énergie nouvelle renouvelable en France, c'est le solaire. On est très présent dans le photovoltaïque, aux côtés de partenaires privés, JP2E, Terre d'énergie, plein d'autres. On est partie prenante dans l'éolien offshore. Et puis, nous sommes aussi actionnaires d'une grosse infrastructure qui est la Compagnie nationale du Rhône, qui a le projet d'un nouveau barrage. Et ça, c'est l'énergie hydraulique. C'est sans doute aussi une énergie très intéressante. On est aussi dans l'innovation, on est dans la géothermie, qui me semble aussi très prometteuse. Et donc tout ce développement des énergies renouvelables, la Banque des territoires joue son rôle de partenaire prenant des risques, sécurisant les projets auprès des partenaires privés, mais profondément ancrés dans les territoires. Vous le savez mieux quiconque, hein. Si on veut installer une éolienne, si on veut installer un parc photovoltaïque, il faut avoir une phase de consultation des habitants. Il faut le faire avec les territoires, il ne faut pas le faire contre les territoires. Enfin, dernier point, les transports. On est engagé très fortement dans la décarbonation des transports, en finançant les régions pour le matériel roulant. Et puis la nouvelle frontière pour la Banque des territoires en termes de réseau, c'est les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Certes, on peut se féliciter d'avoir un très fort développement du parc de véhicules électriques. Encore faut-il qu'il y ait des recharges de véhicules électriques. Et si vous avez des questions, je reviendrai sur quelques initiatives qu'on a prises sur les copropriétés avec Logivolt. Je voudrais passer maintenant au volet adaptation, parce que malheureusement, malgré ces efforts sur le réchauffement climatique a lieu avec toutes ses conséquences. Et donc, nous avons aussi lancé un plan sur l'adaptation au changement climatique auprès des acteurs territoriaux, en engageant 1,2 milliard d'ici 2028, avec cette fois-ci un très gros volet d'ingénierie, un volet de 100 millions d'ingénierie, parce qu'on voit bien que ce qui est important, c'est aussi de faire prendre conscience. Et on le voit bien que sur certains territoires, je pense aux territoires de montagne, la prise de conscience est extrêmement forte. Elle est visible. L'enneigement baisse. Le réchauffement climatique va 2 fois plus vite en montagne qu'ailleurs. Les glaciers fondent à vue d'œil. Donc on voit bien qu'il va falloir accompagner ces territoires dans ces nouveaux changements climatiques. Il y a malheureusement moins une prise de conscience, je dirais, sur le littoral. Or, il va se passer des choses sur le littoral. Et là aussi, il faut qu'on fasse prendre conscience aux gens qu'il va y avoir des enjeux très importants sur le retrait du trait de côte ou sur des phénomènes d'érosion. Et puis, le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement en adaptation les territoires de montagne ou les territoires du littoral. Il y a la question des métropoles, de la renaturation de la ville. Et puis, il y a la question aussi de l'eau, qui est un plan très important. On a lancé avec le gouvernement un plan eau sur lequel on avait prévu de mettre 2 milliards de prêts pour adapter les réseaux d'eau et les stations d'épuration. On a annoncé il y a quelques semaines le doublement, parce qu'on voit que cette enveloppe a été très rapidement consommée par les collectivités locales, et c'est tant mieux, parce qu'on sait que nos réseaux d'eau ont besoin d'investissement pour avancer. Voilà, je voudrais conclure et laisser le temps des échanges, mais vous dire que la Caisse est présente sur cette question-là, très engagée, mais jamais seule, aux côtés des territoires et aux côtés des acteurs privés qui sont engagés dans cette cause. Je vous remercie pour ce propos introductif très complet. Et je vous propose de passer aux orateurs des groupes. Et pour le groupe Renaissance, la parole est à Marjolaine Meignier-Millefert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, cher Olivier Sichel, au nom du groupe Renaissance, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence et à saluer votre travail ainsi que celui de vos équipes dans les 2 missions que vous êtes fixées, de répondre aux défis du changement climatique et de l'adaptation, et à ceux de la cohésion sociale et territoriale. Par nature, cette commission est la vôtre et nous sommes ravis de vous y accueillir. Je voudrais revenir sur certains aspects de votre présentation et en compléter d'autres. Tout d'abord, vous féliciter pour vos résultats financiers et votre dynamisme. La Banque des Territoires n'a jamais autant prêté qu'en 2023. L'encours de prêt a dépassé les 200 milliards d'euros, avec 16,3 milliards de nouveaux prêts, dont vous l'avez rappelé, 2,5 vers la rénovation thermique de 47 000 logements sociaux, soit une hausse de 18%. Les prêts au secteur public local ont été également multipliés par 3, notamment avec le plan eau et le programme EduRénov, qui ont connu un vrai succès. Alors, est-ce que vous pensez que cette belle dynamique va se maintenir ?
Dans un second temps, pouvez-vous nous préciser vos outils de mesure et ou les critères d'évaluation que vous utilisez pour mesurer l'impact et l'efficacité de vos investissements au profit des territoires? Pouvez-vous nous parler des différents observatoires avec lesquels vous êtes en lien, comme l'Observatoire des territoires d'industrie, celui du tourisme de demain, des territoires connectés et durables, des friches ou encore de la data publique et territoriale? Savoir, c'est prévoir, et la Banque des territoires, c'est aussi une banque de données des territoires finalement qui se crée. Comment apprenez-vous ce rôle ? Comment utilisez-vous ces données dans vos stratégies d'aide à l'adaptation et est-ce qu'il est suffisamment perçu par vos interlocuteurs? Ensuite, lors de la présentation de votre plan stratégique 2024-2028, où 90 milliards d'euros sont fléchés dans la transition des territoires, vous avez appelé les collectivités à porter un regard différent sur leur endettement pour prendre en compte ses effets sur l'environnement et le climat et à intégrer les notions de dette écologique dans leur politique publique. Cette volonté va à l'encontre de certains élus régionaux, par exemple, qui font de leur faible endettement une démonstration de bonne gestion. Comment pensez-vous pouvoir les aider à s'adapter à ce changement et à valoriser la dette verte auprès des habitants? Est-ce que vous pensez que les budgets verts viendraient soutenir cette dynamique ou anticipez-vous des crispations côté des élus? Et si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à nous parler d'intracting et d'ingénierie territoriale où je sais que vous êtes très engagés. Merci pour vos réponses et votre activité. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Mathieu Marquiot. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, mes chers collègues. Il existe une conséquence du changement climatique qui a de graves conséquences sur des millions de foyers français, le phénomène de retrait-gonflement dit RGA. Suivi de près par les professionnels de l'assurance et les pouvoirs publics, son coût annuel peut en effet se chiffrer en milliards. Les épisodes de sécheresse étant de plus en plus fréquents en France, les sols argileux se contractent. Lorsque la pluie revient, ils gonflent à nouveau. Ces mouvements géologiques provoquent alors des fissures importantes sur les immeubles et les rendent dangereux. Les travaux nécessaires sont souvent très chers et se faire rembourser est loin d'être garanti. Le ministère de l'Intérieur a publié il y a quelques mois la liste des communes du pays pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur ce motif. 254 dans les Hauts-de-France, le Nord arrive en tête avec 134 communes, dont Marchiennes entre autres sur ma circonscription. Les conséquences sont plus que préjudiciables sur l'habitat et sur le patrimoine architectural. La plupart des sinistrés ne sont pas indemnisés. Le RGA n'est pas un accident, mais un phénomène lent et insidieux. Si des fissures apparaissent, vous n'êtes couvert qu'au titre de la garantie catastrophe naturelle. Il faut donc que la zone dans laquelle se trouve votre maison soit reconnue par les services de l'État comme victime d'une telle catastrophe. Or, selon un rapport de la Cour des comptes de 2022, une demande sur deux n'aboutit pas. Faire partie d'une zone classée en catastrophe naturelle n'est cependant pas suffisant. Alors messieurs, comment la Caisse des dépôts et la Banque des territoires peuvent-elles améliorer leur anticipation en matière de financement dans le cadre d'un plan pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique dont nous subissons tous les lourdes conséquences? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Gabriel Amar. Merci Monsieur le Président. Monsieur le directeur délégué de la Caisse des dépôts et consignations, merci pour votre présence. Le changement climatique irréversible remet en question toutes nos manières de produire et de consommer et interroge notre capacité à s'y adapter. Face à ce constat, l'intérêt général humain, désormais, doit prendre la mesure et le dessus sur tout. Et tout doit être mis en œuvre pour cesser d'aggraver ce changement climatique. Nous notons que la Caisse des dépôts y joue un rôle en lançant par exemple depuis 2020 un plan climat sous l'égide de la Banque publique d'investissement, vous y avez fait référence, et de la Banque des territoires à hauteur de 40 milliards d'euros, une ambition qui a été saluée par la Cour des comptes. Mais toutefois, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Comment réagissez-vous aux difficultés structurelles de financement auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales? Ce contexte ne démobilise-t-il pas les collectivités à s'engager dans des programmes plus ambitieux d'adaptation et de rénovation? Je pense notamment au réseau d'assainissement et d'eau potable. Vous y avez fait référence. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de repères? Pourquoi la Caisse des dépôts et consignations ne critérise pas mieux ces accords de prêt, notamment, je pense, aux réindustrialisations sur des friches déjà artificialisées, au lieu de soutenir trop souvent des projets sur des terres agricoles? Vous avez fait référence au barrage Ronergia, qui est quand même les derniers 25 km sauvages du Rhône,
qui apporterait finalement peu de production qui pourrait être trouvée par l'optimisation des 19 barrages existants. Est-ce là un bon investissement? Vous aurez compris que je ne le pense pas. Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner des repères sur l'état du patrimoine de la CDC Habitat et notamment sur la question des passoires thermiques? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Mme Christelle Pétex. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les directeurs, la transition écologique est censée être une priorité du gouvernement. Pourtant, le récent coup de rabot budgétaire pratiqué par Bercy montre bien une absence de consensus sur l'efficacité des solutions de financement jusqu'ici mises en place. Les dispositifs d'aide à l'investissement des territoires à travers le Fonds vert ou les programmes pilotés par l'ANCT sont très récents et n'ont pour l'instant jamais fait l'objet d'une évaluation sérieuse de leur réelle utilité pour faire face à l'évolution climatique. Dans ce contexte, le rôle des investisseurs, tels que la Banque des territoires, est très utile pour maximiser l'efficacité de l'argent public dépensé et offrir des outils de financement sur le long terme face aux besoins non couverts par le marché bancaire. Votre cœur de métier reste toutefois le logement social, un besoin qui, nous le savons tous, est majeur et votre action passe largement et principalement par des prêts et malheureusement pas par des aides directes. Une augmentation des soutiens de la Banque des territoires serait bienvenue pour financer des projets locaux, mal couverts jusqu'ici par les dotations classiques. Je pense notamment au développement de logements de proximité, spécifiques pour les travailleurs de santé, tels que cette belle opération lancée en Haute-Savoie avec l'établissement du Châle. Est-il prévu de déployer plus d'offres dans ce sens? Le logement accessible, qui plus est, proche du lieu de travail, est fondamental. Les annonces de votre plan stratégique 2024-2028 sont très encourageantes, mais le bilan du précédent montre que les prêts verts à destination des collectivités ont peiné à trouver leur public. Cela est-il lié à un manque d'engouement pour l'investissement durable ou bien un effort de simplification des dispositifs adressés aux acteurs institutionnels s'impose-t-il? Enfin, en tant que député d'un territoire fortement industrialisé, berceau du décolletage, je ne peux finir cette intervention sans vous interroger sur votre soutien à l'industrie. Les prêts liés à ces projets déployés par la Caisse des dépôts sont-ils un véritable levier de réindustrialisation du territoire ou s'agit-il plutôt de faire de la décarbonation une simple opportunité d'attirer des investissements étrangers? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Michael Cosson. Merci Monsieur le Président, Messieurs les directeurs. Nous connaissons le rôle qu'a pu avoir la Banque des territoires, ou en tous les cas à l'époque la Caisse des dépôts et des consignations, pour l'électrification de la France. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la transition écologique et énergétique que nous subissons face au mur de changement climatique nécessite une réorientation de la Banque des territoires. On est aussi face à un problème sur le logement qui fait que la Banque des territoires, partenaire essentiel des organismes sociaux, a un rôle à jouer majeur. Considérez-vous aujourd'hui que toutes les conditions soient réunies pour que la production de logements retrouve le niveau escompté au regard de ce que nous pouvons entendre souvent, à savoir que la part de rénovation thermique vient gréver la part de production de logements? Considérez-vous qu'aujourd'hui, les outils qui sont à la disposition soient suffisants pour permettre non seulement de remplir le rôle de constructeur de logements, mais également de pouvoir rénover son parc de logement social? Enfin, quel rôle vous pouvez avoir aujourd'hui? Nous savons que, vous en parliez tout à l'heure, que le parc privé subit les mêmes conséquences. Quel rôle vous pourriez avoir justement pour permettre à des primo-accédants de libérer leur logement social et afin de devenir propriétaires? Considérez-vous qu'aujourd'hui toutes les conditions soient réunies pour qu'on puisse retrouver une fluidité dans le parc de logement? Et quel rôle vous pouvez aussi avoir auprès des agents de la fonction publique, si vous pouvez imaginer le 1% de la même manière, pour que nous puissions aussi avoir des logements consacrés aux agents publics essentiels pour le service qu'ils apportent à la population? Merci. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur de la Banque des territoires, Monsieur le directeur du plan de relance de la transition écologique et énergétique de la Banque des territoires, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à saluer au nom du groupe Horizon et Apparenté votre action entièrement dédiée au service de l'intérêt général qui accompagne nos territoires et leurs acteurs en proposant des solutions adaptées aux enjeux locaux à travers vos conseils, ingénierie, financement, prêts et investissements et les réalisations d'opérations. Ces solutions répondent notamment à l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales en accompagnant la transformation écologique. Votre stratégie à l'horizon 2028 le démontre bien et affirme cette transformation des territoires
comme un axe structurant de votre action. Cela va de l'atténuation du réchauffement climatique à l'adaptation des territoires, à ses conséquences, en passant par la pleine prise en compte du vivant dans les enjeux de développement territorial, avec la sobriété foncière, la restauration de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources naturelles ou encore la transition vers une économie circulaire et la lutte contre la pollution. J'en profite pour vous remercier des investissements effectués en Savoie et Haute-Savoie, notamment sur la rénovation énergétique du parc social, en plus des projets évoqués par ma collègue Petex. Ainsi, votre engagement à financer davantage de projets de territoire en faveur de la transformation écologique et à prendre en compte ces critères environnementaux dans l'ensemble de financement s'est traduit très efficacement. En fait, vous avez devancé ma question sur l'effectivité de chaque euro investi, puisque vous parlez d'un rapport de 1 à 6. Pourriez-vous objectiver et illustrer très concrètement cette trajectoire? Est-ce qu'on peut le mesurer justement de manière très effective et comment vous pouvez me l'illustrer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci pour le groupe socialiste et apparenté. La parole est à Stéphane Delautrette. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, merci, Monsieur Sichel, pour votre présence parmi nous ce matin. En décembre 2023, l'ADEME publiait une étude évaluant l'impact économique en l'absence de toute nouvelle politique de transition après 2022. Le constat est sans appel. Attendre ne serait-ce que 2030 pour mener des politiques volontaristes coûterait la modique somme de 1100 milliards d'euros d'ici à 2050. Le calcul est simple, ne rien faire face au changement climatique est bien plus onéreux que d'investir pour en limiter les effets. Dès lors, deux questions se posent à nous, parlementaires. Combien coûte la transition à mener pour atteindre nos objectifs climatiques et comment la financer ? Sur la première question, les réponses apportées par le rapport Pisani-Ferry et le scénario de la stratégie nationale bas carbone estiment que entre 58 et 66 milliards d'euros par an les besoins d'investissement pour atteindre les objectifs fixés pour 2030. On ne peut que saluer à cet effet l'ambition de votre nouveau plan que vous nous avez présenté tout à l'heure. Pour autant, un des secteurs où les investissements seront les plus conséquents est la rénovation énergétique des bâtiments. En France, le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, avec près de 27% des émissions de CO2 et 45% de la consommation d'énergie finale. Or, aujourd'hui, force est de constater que le dispositif actuel MaPrimeRénov' n'est pas suffisant. Entre autres causes, un reste à charge trop important pour les ménages modestes. Monsieur Sichel, pour financer la rénovation du parc privé de logements dont le coût est estimé à 21 milliards d'euros d'ici à 2030, que pensez-vous des différentes propositions portées par mes collègues Jean-Louis Bricout et Boris Vallaud et par les économistes Maxime Combe et Daniel Ibanez qui proposent de mettre en place une avance remboursable pour les ménages effectuant des travaux de rénovation remboursables au moment de la mutation du bien. Est-il envisageable pour la Caisse des dépôts de mettre en place de nouveaux outils de financement à destination du parc privé, dont vous nous avez rappelé que ce n'était pas forcément la mission première de la Caisse des dépôts? Mais ma question est simple, c'est peut-on l'envisager de votre point de vue? Merci. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Jean-Louis Bricout. Merci, Monsieur le Président. Merci d'abord, messieurs, pour la qualité de vos interventions, mais aussi pour l'engagement de votre groupe pour les politiques en faveur du climat, à 100 milliards pour les 5 ans à venir pour la transformation écologique entre 2024 et 2028. C'est pas rien, comme on peut dire. Et vous annoncez aussi 14 milliards pour les logements sociaux dans le cadre de la cohésion sociale. C'est pas rien non plus. Je dois avouer être quelque peu, moi, admiratif, effectivement, de votre sens de la programmation financière face aux enjeux et aux objectifs qui sont fixés. Vous vous êtes d'ailleurs fixé pour ambition d'accompagner les politiques publiques qui me semblent être quelquefois dépourvues de cette forme de stabilité financière. En effet, si on prend par exemple le logement, l'instabilité est quand même assez marquante. MaPrimeRénov' qui voit en fin de compte ses crédits augmenter puis raboter, une politique de la rénovation par geste, puis des objectifs sur la rénovation globale, puis ce retour à la politique par geste, une volonté de mieux accompagner, mais on cherche encore nos accompagnateurs rénov', un prêt au zéro quelque peu en géométrie variable, un DPE quelquefois contestable. Bref, l'instabilité en fin de compte à tous les niveaux. Alors quel regard portez-vous sur ces politiques publiques que vous ambitionnez d'accompagner? Ne pensez-vous pas qu'un peu de stabilité pourrait rassurer les porteurs de projets et le marché en plus? Et globalement, est-ce que c'est pas pour vous un problème effectivement d'accompagner autant d'instabilité?
Une question subsidiaire à M. Sichel. Sur la mission qui vous a été confiée sur la rénovation du parc privé, vous avez abordé le prêt avance à la mutation, après avance à la rénovation. Moi, je suis complètement, effectivement, fan de ce dispositif. On l'avait d'ailleurs promu à une époque avec Boris Vallaud et le PS. On avait fait des propositions dans ce sens. Et effectivement, quelle autre solution pour résoudre le problème du reste à charge quand l'accès au prêt peut être difficile? Seulement, le dispositif est mal connu, mal promu par le réseau bancaire. Ne pensez-vous pas qu'il devrait être retoiletté? Êtes-vous prêt à prendre le relais des banques sur le dispositif retoiletté? Et seriez-vous prêt à expérimenter sur mon territoire? Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Juste si M. Bricot, vous voulez bien couper votre micro. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, le dernier rapport du GIEC est sans équivoque. L'inaction climatique entraînera des conséquences irréversibles qui menaceront l'habitabilité de notre planète et celle de nos territoires. La Caisse des dépôts et consignations, avec la Banque des territoires, joue un rôle crucial dans le soutien aux politiques de résilience. Il est en effet impératif d'investir massivement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et opérer une réelle bifurcation écologique. Le rapport Pisani-Mafous, et vous l'avez rappelé, l'a par ailleurs très clairement démontré et chiffré. Néanmoins, la plupart des politiques actuelles sont basées sur un scénario de réchauffement de 2 degrés. Et nous devons malheureusement nous préparer à un réchauffement moyen de plus 4 degrés en France d'ici 2100. Faute d'ambition politique suffisante et de prise en compte des alertes scientifiques, nous nous retrouvons en effet à devoir payer aujourd'hui le coût de notre inaction coupable. Notre groupe politique défend depuis toujours et avec constance le fait qu'il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Nous devons donc investir notamment dans les énergies renouvelables au plus proche des territoires, dans la rénovation énergétique, dans les transports décarbonés ou encore dans la préservation de la biodiversité. Ces investissements doivent être accessibles à toutes les communautés, notamment les plus vulnérables, pour garantir une transition équitable. Cependant, cette transition nécessite des moyens publics accrus, notamment en ressources humaines et en ingénierie. Sans un soutien public fort, la dynamique nécessaire à leur mise en œuvre par les acteurs locaux peinera à se mettre en place. Dans un contexte où le gouvernement réduit de plus en plus les budgets dédiés à l'écologie, comment la Caisse des dépôts et la Banque des territoires comptent-elles poursuivre et amplifier leur rôle d'opérateur contracyclique? Et comment comptez-vous également continuer à soutenir les projets écologiques innovants malgré ces coupes budgétaires? Merci par avance pour vos réponses. Merci, chers collègues, pour ces prises de parole. Monsieur Sichel, je vous laisse le soin de répondre aux questions et nous avons d'ores et déjà une petite dizaine de questions. Alors, c'est bon pour le micro. Merci beaucoup d'abord. Je voulais vraiment vous remercier pour les commentaires que je trouve extrêmement chaleureux et encourageants pour l'action du groupe Caisse des dépôts et particulièrement pour la Banque des territoires. Soyez vraiment convaincus qu'on est très très engagé et qu'une audition comme celle-là est une opportunité de rentrer un peu plus dans le détail et de rendre compte, puisque vous savez que la Caisse des dépôts est placée sous la protection spéciale du Parlement, de notre action. Alors je vais prendre les questions telles qu'elles sont venues, en commençant par celle de Marjolaine Meunier-Milfer. Sur 16,3 milliards, la dynamique est très très forte et à date, je peux vous dire qu'on a dépassé les 7 milliards à fin mai et qu'on s'attend à faire plus de 20 milliards de prêts cette année, donc une mobilisation très très forte. Alors portée par quoi? Portée par les prêts dans le domaine de l'eau, ce qu'on appelle les aquaprêts, qui sont à TLA plus 0,4%. Je sais que, monsieur le député, vous avez posé la question sur l'eau. Je pense que les élus ont pris conscience de la nécessité de rénover les réseaux d'eau. C'est très important, de faire les stations d'épuration. Cependant, on est dans une phase où la compétence est en train de migrer des communes aux EPCI et je vois une compréhension et une maîtrise en jeu très hétérogène des EPCI à l'un à l'autre. Vous avez des métropoles qui sont en capacité de faire des gros investissements. Je pense par exemple à la métropole de Nice, qui a fait une rénovation de la station d'épuration à 600 millions d'euros sur 40 ans avec Aliotis. Je pense aux investissements du SIAP en région parisienne, qui a pris 400 millions. Mais je vois que, au fur et à mesure des territoires, il nous faut travailler très fortement
sur l'écosystème de l'eau et la compréhension des enjeux liés à l'eau, la qualité des réseaux, les opportunités qu'on a dans la récupération et le retraitement des eaux usées. Et c'est pour ça qu'on a lancé un collectif qui s'appelle Aquagir, qui travaille avec les agences de bassin, qui travaille avec les agences de l'eau, avec les acteurs de l'eau, y compris du privé, sur l'innovation, pour essayer de mieux faire prendre conscience des impacts sur l'eau. Autre programme qui porte la croissance des prêts, c'est la rénovation thermique avec EduRénov pour les écoles, mais aussi beaucoup de programmes pour la rénovation de l'éclairage public. Ça fait partie aussi des choses pour lesquelles les collectivités locales viennent chercher des financements avec des taux de retour qui sont absolument étonnants. C'est-à-dire que, franchement, quand vous passez d'un éclairage thermique à un éclairage à LED, vous avez des taux de retour qui sont de l'ordre de 75%. J'ai même vu des cas dans l'Aisne, chez Boris Ravignan, Charleville-Mézières, on était à 80% d'économie d'énergie. Donc, on progresse très fortement. Pour autant, chère Marjolaine, vous l'avez souligné, je vois encore beaucoup de réticence des élus à s'endetter et à avoir une lecture parfois strictement financière. La question a été posée aussi par d'autres députés, et d'avoir un peu les yeux rivés sur ce qui s'appelle la CAPDES, qui est la capacité des endettements. Or, on le sait, la transition écologique, c'est une transition longue, dans laquelle vous avez un outil qui est formidable, qui est celui de la Banque des Territoires, qui vous permet d'avoir des prêts très longs, puisque sur l'eau, on prête à 40 ans. Sur l'adaptation au changement climatique, on prête à 80 ans. Et pour autant, je vois un certain nombre d'élus qui ont une politique de zéro dette, mais cette zéro dette, elle est de courte vue, parce que c'est de la dette financière. Et je dis souvent à certains élus, vous allez peut-être laisser une commune qui aura zéro endettement, mais qui aura des écoles qui seront des passoires thermiques, qui auront des réseaux d'eau qui fuient, qui auront des éclairages qui n'ont pas été rénovés, et c'est une dette écologique que vous allez laisser à votre successeur. Et pour autant, il nous faut faire cette pédagogie qui nous prend beaucoup d'énergie, et la seule façon pour moi de faire cette pédagogie, c'est de la faire par le partage d'expériences et par les échanges. C'est ce qu'on fait dans les réunions Action Cœur de Ville, où on essaye de faire partager, parce qu'il n'y a guère qu'un élu qui parle à un autre élu qui peut le convaincre de la pertinence de ses choix. Et donc, on a beaucoup de travail sur les exemples, la pédagogie et la manière dont on communique. Alors, sur la question du député Marchiot sur les problèmes du RGA, c'est effectivement quelque chose qui nous a été signalé. Alors, on a commencé à prendre contact avec la CCR. Tu veux peut-être en dire deux mots, Gilles ? Oui, c'est très prospectif en fait. Effectivement, nous ne sommes pas des assureurs, donc nous ne pouvons pas intervenir effectivement en indemnisation dans le système de CatNat. Mais néanmoins, on s'est fait la réflexion que, effectivement, sur tous les sujets d'adaptation au changement climatique, il y avait un travail de prévention à organiser et sur lesquels les collectivités locales peuvent jouer un certain rôle. Et donc la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure on peut, nous, avec nos outils financiers, dont tu viens de parler, Olivier, permettre aux collectivités locales de mener des politiques d'investissement qui vont permettre de réduire les risques sur les territoires. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut trouver un partenariat avec le système CatNat, avec les assurances, à travers notamment le système de réassurance CCR, qui est un système public, qui a des missions d'intérêt général, voir si on peut avoir une approche conjuguée sur des produits qui viendraient aider, avec des produits, on va dire, intéressants sur le plan financier, les collectivités locales à investir plus rapidement sur des infrastructures qui viendraient réduire le risque sur les territoires. Voilà, c'est très prospectif. Ce que je vous dis là, c'est pas du tout opérationnel aujourd'hui. J'en viens aux questions de M. Amar. Sur la dette des collectivités locales, vous avez compris que nous poussons plutôt les collectivités locales à prendre en compte ce temps long. J'avais publié une tribune sur le fait qu'il faut redonner aux élus le droit au temps long. Et donc on a cette possibilité quand même qui est exceptionnelle en France, où vous avez d'un côté le livret A qui est une ressources courtes, je peux mettre mon argent à la banque postale le matin, 100 € et récupérer 50 € le soir, et qu'on transforme de l'autre côté en emprunt très très long à 40 ans, 80 ans. C'est unique. Et j'ai envie de dire c'est sans limite actuellement, parce que si je prête 16 milliards ou 20 milliards cette année, j'ai collecté
30 milliards. Et donc, si j'ai 200 milliards d'encours auprès des collectivités locales du logement social, j'ai aussi 200 milliards de placés. Donc, on a tout à fait une possibilité à prêter beaucoup plus. Encore faut-il que l'emprunteur accepte de prendre ses emprunts. Vous avez posé une question sur la réindustrialisation et sur les friches. Alors, ça tombe très très bien puisque on a sorti il y a quelques semaines le portail France Foncier Plus qui recense l'ensemble des dispositifs fonciers pour l'industrie. On a évalué pour la réindustrialisation le besoin en terrain pour l'industrialisation à 22 000 hectares pour revenir de 12% de PIB à 15% de PIB. C'est un rapport qui a été fait par le préfet Roland Mouchel-Blézot. Et quand on regarde où on va chercher ces 22 000 hectares, vous en avez 6 000 que vous pouvez faire en densification de vos zones industrielles. On les connaît, ces zones industrielles, on les visite, on voit bien que devant chaque usine, il y a un parking. Si on mutualise le parking et si on fait un parking vertical, on gagne un petit peu de place. Si on décide de mettre les bureaux au-dessus des usines plutôt qu'à côté des usines, on gagne un petit peu de place. Donc 6 000 en densification. 6 000 qu'on avait évalués en artificialisation. Et donc c'était le sujet, mais est-ce que le ZAN et l'industrialisation sont compatibles? Le portail foncier qu'on a sorti nous permet d'identifier à date, et c'est que le début, 6 000 hectares. Et puis il y a le reste à récupérer sur les friches industrielles. Et sur les friches industrielles, on a un programme friches industrielles. Madame Pétex, vous posiez la question. On a 1 milliard de disponibles pour financer la dépollution des friches et la réexploitation des friches. Et c'est des programmes que l'on mène. Je pense par exemple à la friche DMC à Mulhouse, mais à la friche Bosch qu'on a fait aussi à Lyon, en Vendée à la friche Michelin. On a beaucoup de programmes sur lesquels on reprend ces territoires qui sont déjà artificialisés et sur lesquels on va reconstruire des usines. Alors après, vous me posiez la question de quel était l'état du parc au niveau des passoires thermiques pour CDC Habitat, notre filiale à la Banque des Territoires. On est à 0,8% de passoires thermiques en FEG. Donc, je rappelle, 17% pour le parc privé, 8% pour l'ensemble du parc social, 0,8% pour CDC Habitat. Bon, on a vocation à être un peu exemplaire. Enfin, on trouvera sans doute des problèmes. Et franchement, sur CDC Habitat, je me suis fait souvent interpeller sur les réseaux sociaux parce que malheureusement, on n'est pas parfait partout. Mais à date, on est à 0,8% et on essaye d'avancer le plus possible. Donc, Madame Pétex, vous me posiez la question sur le logement et les aides directes. C'est vrai que notre mode d'intervention, c'est le prêt, parce que c'est l'épargne des Français. Et donc, si on faisait des aides directes en forme de subvention, c'est l'argent des Français qu'on donnerait. Si vous avez un livret A, vous ne seriez pas très très content quand même de savoir qu'il est donné. Vous attendez plutôt à ce qu'ils soient en mesure de produire les intérêts prévus. En revanche, ce qu'on a fait pour le logement social, c'est qu'on a renforcé les fonds propres avec des titres participatifs à hauteur de 1 milliard. Ce n'est pas suffisant, je suis d'accord avec vous. Et donc, on s'est engagé aussi sur le logement intermédiaire. Et donc, dans cette dynamique de prêt que vous constatez, nous finançons aussi le logement intermédiaire, qui est souvent, d'ailleurs, le logement pour les fonctionnaires. Parce que la question a été posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour le logement des fonctionnaires? Il faut rappeler le rôle des préfets. Les préfets sont présents dans les commissions d'attribution de logement. Donc c'est à eux un petit peu de privilégier s'y mettre des fonctionnaires ou s'y mettre du DALO. Ça, c'est un arbitrage très local qui est du ressort des commissions d'attribution. Ensuite, M. Cosson m'avait posé la question justement de ce qui se passait du côté du logement et l'arbitrage rénovation-construction. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux, dans l'ensemble, font plutôt des financements sur la rénovation que sur la construction. On a fait une étude qui est l'étude annuelle de référence du logement social, qui est l'étude Perspective, que nous sortons chaque année, où nous avons illustré le fait que dans la tendance, on allait avoir moins de construction au bénéfice de la rénovation. Alors, ce n'est pas seulement la situation financière des bailleurs sociaux qui le provoque, c'est aussi la difficulté d'obtenir les permis de construire et d'obtenir le foncier pour la construction. On sent une tension très très forte, notamment dans les territoires tendus, de la part des élus, à accorder des permis de construire et à trouver du foncier. C'est vrai qu'il y a une véritable contrainte. Alors on explore des solutions. Je vous pourrais parler de la nouvelle vie du bâtiment. Et vous voyez, les deux se rejoignent, à la fois construction de logement social, mais aussi seconde vie du bâtiment pour avoir une construction qui soit plus bas carbone.
Ensuite, je prends la question de Madame Violent. Merci pour vos commentaires sur la Savoie et sur la Haute-Savoie. Alors, sur la façon dont nous travaillons en matière de critères. Il faut savoir que lorsqu'on a créé la Banque des territoires, on a été les premiers à mettre les critères financiers avec les critères extra-financiers. Et j'ai une directrice financière qui a à la fois dans sa main l'évaluation financière classique, le TRI, la rentabilité, la conformité, et l'évaluation extra-financière. C'est-à-dire, est-ce que c'est aligné avec le bas carbone? Est-ce qu'il y a la prise en compte de la biodiversité? Ce qui nous conduit à dire non à certains projets. Je l'assume, nous n'avons pas financé d'autoroutes, nous n'avons pas financé d'extension d'aéroports, et nous disons non à certains projets. Je pense parfois à certains projets touristiques qui ne correspondent pas à nos critères extra-financiers. Il y a aussi parfois des sujets de gouvernance. Dans l'extra-financier, il y a certes le E, mais il ne faut pas oublier la partie sociale et gouvernance. Et à côté de notre bilan financier que nous publions, nous avons toute une série de bilans extra-financiers. Je pense par exemple aux mètres cubes d'eau retraitée, aux tonnes de CO2 évitées. Tu veux compléter peut-être un peu ? Non, oui, effectivement, c'est ce que tu viens d'indiquer, Olivier. Effectivement, on produit chaque mois à côté de nos reportings financiers, des reportings extra-financiers, avec des indicateurs qui sont corrélés effectivement au montant financier qu'on déduit. Donc, effectivement, comme exemple, le nombre d'habitants qui sont desservis par les réseaux d'eau qu'on a pu rénover, les mètres cubes traités, etc., les tonnes évitées. On a aussi des indicateurs aussi de toute nature qui vont permettre de spécifier. Alors, je pourrais vous donner des détails, mais je pense qu'on pourra le faire si vous le souhaitez. Ouais, on vous enverra tous les documents financiers. Sur la question du député de Lautrette, sur le reste à charge, je suis personnellement à fond pour. C'est le sens du rapport que j'avais rendu en 2021, qui s'inspirait d'ailleurs déjà d'une proposition parlementaire du député François Brotte, que je pense dont tout le monde se souvient, qui était une première vision du pré-avance mutation. Permettez-moi de marquer une pause à cet endroit-là, parce que ce n'est pas dans le domaine de la Caisse des dépôts, c'est plutôt dans l'ordre de mes convictions personnelles et du travail que j'ai pu faire sur la rénovation privée. Si vous avez un prix de l'immobilier qui monte comme ça, et que vous avez des revenus qui montent comme ça, on ne pourra pas continuer à prêter uniquement en fonction des revenus et de la capacité des revenus. Il faudra bien à un moment remettre en question, remettre dans l'équation la valeur du bien. C'est ce que font d'autres pays, et je ne parle pas des subprimes aux États-Unis, par rapport en Suisse, où vous avez d'autres systèmes où la valeur du bien est prise en compte. Et ce qui avait motivé ma proposition du pré-avance rénovation, c'était de dire, mais quand vous rénovez un bien, celui-ci a de la valeur, puisqu'on ne peut pas le louer lorsqu'il est F ou G, et que lorsque vous rénovez un bien, les charges diminuent, puisque vous payez moins en chauffage. Donc il est urgent, à mon avis, que les banques reprennent dans cette équation la valeur du bien. Et donc je suis en plein soutien de l'avance remboursable. Je suis très heureux que vous ayez écouté Étienne Barrel, qui a été auditionné par le rôle de la Fédération des banques françaises, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra que les banques acceptent de prendre en compte la valeur du bien pour aider à la fois à la primo-accession, mais aussi à la rénovation. D'autant plus qu'on a quand même une population qui vieillit et que la capacité classique d'analyse des revenus, lorsque monsieur qui est postier à la retraite, madame qui a été institutrice et monsieur qui a eu un cancer, il n'a plus accès au prêt, comment voulez-vous qu'il finance sa rénovation ? Il ne pourra pas. Donc il faut trouver un système. En revanche, sa maison ou son appartement, il l'a déjà payé. Et donc cette maison, elle a de la valeur. Et à un moment, faire des choses qui se passent à la succession. Et vous savez que la Banque des territoires, c'est la banque des notaires. On y travaille. Et je pense que là, le Parlement a toujours été très très force de proposition pour faire bouger une structure bancaire qui reste très basée sur l'analyse des revenus et pas assez, à mon avis, sur la valeur du bien. Alors, je termine avec les deux dernières interventions. Celle de Jean-Louis Bricout qui m'avait aussi posé de l'accompagnement.
Je pense que sur les politiques publiques, il faut à la fois de la continuité et puis aussi de l'adaptation. Par exemple, moi j'ai plutôt salué le fait que le critère du DPE ait été changé et ait permis de remettre dans les petites surfaces 180 000 logements sur le marché. Et je pense que le DPE est une science qui mérite quand même d'être travaillée et d'être ajustée au fur et à mesure. Enfin, je termine par la question donc de Nicolas Thierry pour NUPES sur l'accompagnement des collectivités locales et l'ingénierie. Autant, si vous voulez, nous ne faisons que prêter ou investir, mais en revanche, sur l'ingénierie, c'est de l'ingénierie subventionnelle. On tient absolument à avoir des montants d'ingénierie importants, mais c'est chaque fois tourné vers la connaissance et l'ingénierie de projet. Et sur l'adaptation au changement climatique, qui est aussi donc le sujet de cette commission, le fait d'avoir mis 100 millions sur de l'ingénierie à disposition des collectivités locales pour prendre conscience, faire des élus, travailler sur les questions foncières, les questions de retrait du littoral, et d'avoir des études à leur disposition, me semble absolument important. Voilà. Merci pour les éléments apportés aux différents orateurs de groupe. Nous en venons donc aux questions. Question d'une minute. Daniel Brulebois, vous avez la parole. Merci, messieurs les directeurs, pour vos analyses. L'Europe a mis en place un modèle pionnier de décarbonation. Mais dans le monde, deux modèles s'imposent. D'un côté, l'Europe qui a fait le choix de la tarification du carbone. De l'autre, les États-Unis et la Chine qui ont choisi de largement subventionner les coûts associés au process de décarbonation. Le mécanisme d'ajustement aux frontières, applicable en 2026, a créé un espoir pour nos entreprises face à ce dumping climatique. Elles appellent aujourd'hui à combiner deux stratégies, la taxation à l'importation et le soutien public au marché intérieur. Pensez-vous possible que l'État soit en mesure, dès 2026, de faire appliquer le MACF et qu'il pourra s'assurer ainsi les recettes suffisantes afin de maintenir en France nos sites industriels et d'y maintenir les savoir-faire et les emplois? Merci. La parole est à Damien Adam. Merci Monsieur le Président, merci messieurs et madame pour votre présence ce matin, qui est l'occasion de rappeler que l'épargne des Français sur les livrets sert véritablement notre économie et améliorer la transition écologique dans tous nos territoires. J'aimerais vous parler pour ma part des deux produits que vous avez à vos dispositions. Logivolt Territoire, qui vise le déploiement de 125 000 bornes de recharge, points de recharge dans 16 000 copropriétés privées sur l'ensemble du territoire d'ici 2024. C'était l'objectif qui est retrouvable sur votre site. Et la Banque des Territoires a prévu de mobiliser 150 millions d'euros pour atteindre cet objectif. Où en est-on aujourd'hui? Et j'aimerais également vous parler de Movivolt, que vous avez en co-actionnariat avec le groupe La Poste, qui est une offre de location longue durée de véhicules électriques pour les entreprises et les collectivités, qui avait un objectif de déployer jusqu'à 10 500 véhicules d'ici à 2025. Là aussi, j'aimerais bien savoir où on en est aujourd'hui sur ce produit. Merci à vous. Merci. La parole est à Sylvie Ferrer. Merci Monsieur le Président, messieurs les directeurs, collègues. Vous le savez sûrement, cette audition a lieu alors qu'en hémicycle se discute la loi d'orientation agricole. Cette occasion a permis, par la voix de mon collègue Loïc Prudhomme, de rappeler dans l'hémicycle l'attachement des députés de la France Insoumise du PES aux abattoirs de proximité, afin de consolider toute une filière locale nécessaire à la survie des petites exploitations agricoles. Les fermetures en chaîne des petits et moyens abattoirs augmentent la durée de transport des animaux vivants, avec des conséquences sur le coût pour les éleveurs, puis répercutées sur les consommateurs. Mais c'est aussi une plaie pour l'environnement et le bien-être animal. Face au détricotage de ces établissements indispensables, les usagers se mobilisent, comme chez moi, à Bagnères de Bigorre, et se réinventent avec de nouveaux modes de gestion. La sauvegarde des abattoirs est un véritable combat semé d'embûches. Par exemple, à Illange, au nord de la Moselle, les banques ont abandonné en dernière minute le projet d'un abattoir coopératif transfrontalier. Pourtant, l'investissement et la visibilité sont deux éléments essentiels à ces projets de sauvegarde. Les consommateurs, les agriculteurs, les bouchers, les salariés des abattoirs pourront-ils compter sur la Banque des Territoires à Bagnères de Bigorre, comme partout en France, pour garantir ces reprises en main pérennes? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Descoeurs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur, la mission sur l'adaptation de la politique de l'eau au changement climatique dont nous étions avec mon collègue Yannick Horry
les rapporteurs a suggéré de recourir davantage à des outils de financement spécifiques, tels que les aquaprêts que propose la Banque des Territoires, des prêts à long terme et à taux réduit, alors même que les communes doivent faire face à un mur d'investissement pour assurer l'entretien de leur réseau ou financer de nouvelles unités de traitement, avec un défaut d'investissement estimé entre 6 et 10 milliards par an. On peut qualifier le succès de la première vague d'aquaprêt de relatif, avec 1 milliard d'euros mobilisés sur 5 ans contre, de mémoire, 2 milliards initialement prévus. D'où ma question. La hausse des taux qui rend de fait les taux des aquaprêts plus attractifs, ou encore l'ouverture aux acteurs privés ayant une délégation de service public, ont-ils permis d'augmenter sensiblement le volume de la demande? Et si oui, l'enveloppe disponible permet-elle de la satisfaire? Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. Oui, merci Président. Chers collègues, Monsieur le Directeur Général, avec le zéro artificialisation net, 64% des collectivités sont à la peine pour leurs projets d'implantation industrielle, comme l'espace Émeraude sur Loire-Forêt Agglomération ou la ZAIN de Balbigny-sur-Forez dans ma circonscription, ce qui serait dramatique pour l'économie de nos territoires. Laquelle des deux priorités, conversion ou préservation du foncier, sera privilégiée dans l'attribution des 2 milliards d'euros de prêts? La Banque des Territoires va investir 1 milliard d'euros sur 5 ans pour mettre à disposition du foncier. Quelle part sera réservée à la création nouvelle d'immobilier industriel, sachant que l'exemption de ZAN des projets industriels promise par le ministre de l'économie ne concerne qu'une liste de grands projets nationaux déjà existants. Enfin, la Banque des Territoires mettra à disposition une plateforme répertoriant 600 fonciers disponibles pour des projets industriels. Si l'intention est louable, ces terrains situés sur d'anciennes friches correspondent-ils vraiment à la demande des porteurs de projets? Je rajouterai c'est pas mon habitude, Monsieur le Président, mais une petite remarque, Monsieur le Directeur. Vous avez parlé de l'endettement des collectivités locales en tant qu'ancien maire et président de PCI. On a eu une baisse drastique de nos dotations sous le président Hollande. On a 900 milliards de dettes supplémentaires actuellement par l'État, et nous, on nous demande de présenter des budgets à l'équilibre. Donc l'équation n'est pas simple. Merci à vous, Monsieur le Président Zulesi, de m'avoir laissé ces quelques secondes. Parole est à Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je voudrais, à titre d'illustration, évoquer une réalisation conjointe de la Banque des Territoires avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers Impulsion, qui déploie 20 stations de recharge hydrogène, dont une à Aubenas, en Ardèche, sur ma circonscription. C'est une déclinaison concrète de votre action en collaboration étroite avec les collectivités territoriales et les entreprises innovantes pour la mobilité décarbonée de demain. Je crois de mémoire d'ailleurs que vous intervenez à la fois en apport en capital et en compte courant d'associés sur ce projet innovant. Et je voudrais simplement partager un temps de réflexion avec vous et vous interroger sur votre vision stratégique de cette filière énergétique prometteuse dans le mix énergétique que notre pays doit développer, puisque l'hydrogène, en particulier pour nos territoires ruraux, est importante en termes de perspective. Merci. Merci. La parole est à Olga Givernet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Comme vous le savez, le gouvernement a lancé en fin d'année dernière des travaux de territorialisation de la planification écologique autour des COP régionales qui se déclinent sur l'ensemble du territoire français. Ces conférences des parties réunissent des acteurs régionaux, des collectivités, des entreprises, des associations, des fédérations professionnelles, le tout afin d'engager une discussion stratégique pour être à la hauteur des défis de la transition écologique. Les COP régionales devront rendre leurs conclusions d'ici la fin de l'été. Elles porteront sur différents leviers de la transition et notamment la thématique d'aujourd'hui, s'adapter et s'atténuer au changement climatique. En parallèle, ces COP régionales, les COP départementales sont également au travail, notamment dans tous les départements et chez moi dans l'Ain, avec les questions prises avec sérieux et dynamisme. Ce sont des plans locaux et ils déclinent territorialement la stratégie de l'État. Monsieur le directeur, je voudrais savoir en fait comment la Banque des Territoires se coordonne justement avec ces plans stratégiques portés par les COP régionales. Merci. La parole est à Delphine Lingemann.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, je souhaiterais moi vous interroger sur les projets de développement des réseaux de chaleur sur nos territoires. Deux exemples dans le Puy-de-Dôme. Constellium avec la ville d'Issoire qui alimente avec la chaleur de ses fours une grande partie de la ville, la future gendarmerie du quartier des Hautes-Terres, le 28e régiment de transmission. Sur 9 km de réseau. Et le deuxième exemple, c'est le pôle Vernéa qui collecte les déchets du Puy-de-Dôme et d'une partie de la Haute-Loire et qui les valorise. Alors, il valorise plus de 80% de ces déchets entrants contre finalement 60% avant de quantité de déchets orientés en centre de stockage. Alors, ce pôle, il va alimenter un réseau de chaleur sur 33 km, notamment des quartiers de la ville de Clermont, Aubière, Beaumont, mais aussi le campus des CESO, universitaire des CESO, mais aussi le CHU Gabriel Montpied. Alors, dans quelle mesure et selon quels critères la Caisse des dépôts et où la Banque des territoires soutiennent financièrement ce type de projet? Et est-ce que vous notez une augmentation de ce type de projets qui ont du sens pour nos territoires? Merci. Merci. La parole est à Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. En fin d'année dernière a été annoncée une enveloppe vraiment conséquente de 90 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2028, concentrée essentiellement sur le logement social, leur réhabilitation, la transition énergétique, la mobilité douce. On voit très bien ce que cela peut donner dans des quartiers politiques de la ville qui nécessitent des réhabilitations d'ampleur avec des projets conséquents. Je voulais vous interroger par rapport notamment à la partie des 56,5 milliards pour créer le logement social et abordable. Comment et quelle partie et comment pourrait-elle être orientée vers des communes de plus petite taille dans la ruralité qui connaissent aussi des besoins de rénovation du logement dans leur centre-bourg avec des dents creuses qui sont en nombre de plus en plus important et qui, dans le processus, mon collègue parlait de la zéro artificialisation nette, on pourrait parler d'une meilleure répartition possible des familles et de la population sur le territoire pourrait être un enjeu très important. Merci. Merci. La parole est à Jean-Victor Castor. Merci, Président. Chers collègues, le vendredi 17 mai 2024, j'ai rencontré donc M. Loïc Roland, qui est le directeur régional de la Banque des territoires. Et en fait, j'ai abordé le sujet sous l'angle habituel pour la Guyane. C'est que nous avons un foncier qui est énorme. C'est 8 400 000 hectares, je rappelle. Et pour autant, il y a une spéculation foncière qui fait qu'on peut trouver donc, des terrains à 200 € le mètre carré. La réalité, c'est que le foncier n'est pas accessible. Bon, c'est une donnée constante. L'État administre 95% des terres, ce qui est une anomalie et qui pose énormément de problèmes. Et donc, je lui ai exposé, il faut trouver la bonne clé stratégique pour pouvoir enfin prendre le chemin de l'aménagement de ce territoire-là. Et une fois qu'on a le foncier, c'est le problème des sous disponibles pour pouvoir aménager. Et de fait, aujourd'hui, les dispositifs actuels ne permettent pas cet aménagement. J'en ai pour cause, comme exemple, la SAFER, qui a à peu près un budget d'à peine 500 000 € pour pouvoir aménager 20 000 hectares. Vous avez les bailleurs sociaux qui sont face à des difficultés aussi parce qu'ils ne peuvent pas aménager le territoire. Vous avez les collectivités locales qui ont structurellement des difficultés financières à hauteur de 80 millions d'euros. Enfin, voilà, on pourrait donc étaler et exposer plein de situations comme ça qui sont totalement inacceptables et qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation totalement chaotique avec un développement anarchique. Si je prends l'exemple notamment des squats qui se développent à vitesse grand V partout. Et donc, je vous conseille donc de lire le fameux rapport de la mission parlementaire qui s'est rendue en Guyane au mois de septembre. Pour réfléchir ensemble à comment on pourra augmenter les dotations pour la Guyane spécifiquement, pour rattraper le retard et aussi anticiper cette croissance démographique hors norme sur ce territoire. Merci, chers collègues. Je me suis permis de laisser 2 minutes puisque le groupe GDR n'a pas eu d'orateur de groupe et il ne nous a pas échappé qu'il n'y a eu aucune question sur les Outre-mer. Donc il me semblait important de laisser 2 minutes à notre collègue Jean-Victor Castor. Et puis en plus de ça, il a parlé du rapport de la mission parlementaire. Donc je laisse la parole à Nicolas Ray pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président.
La rénovation énergétique, monsieur le directeur, concerne particulièrement le parc locatif. Or, les capacités d'autofinancement, d'endettement des offices HLM sont limitées compte tenu des dépenses engagées, de la forte inflation des coûts de construction et de rénovation. Et donc, les montages financiers sont difficiles à établir par eux, notamment compte tenu aussi de l'encadrement des loyers. Par exemple, les bailleurs sociaux ne parviennent pas aujourd'hui à porter le financement des nouvelles brigades de gendarmerie annoncées par le gouvernement l'an dernier. L'annonce de ces brigades a été une bonne nouvelle, mais il nous manque souvent le mode d'emploi financier pour le montage. Donc, est-ce que la Banque des Territoires envisage de proposer des solutions ad hoc, bonifiées, spécifiques pour le financement de ces projets? Merci. Et enfin, la parole est à Alexandra Masson. Merci Monsieur le Président. Une question très simple et rapide. La Banque des Territoires, en 2022, a doublé la capacité d'investissement de sa filiale Tonus Territoire, ce qui devait permettre la construction de 5000 logements intermédiaires et sociaux entre 2023 et 2025. Pouvez-vous nous dire combien de ces constructions ont réellement été réalisées? Et pensez-vous qu'il ne faudrait pas vraiment aller au-delà dans vos investissements sur cette filiale au vu de la crise majeure du logement que nous traversons actuellement de manière globale dans le pays? Merci. Monsieur Sichel, vous avez l'honneur de pouvoir répondre à plus d'une dizaine de questions. Très bien. Écoutez, qui montrent, si je peux me permettre, l'intérêt des collègues pour les sujets que vous portez. Donc, bon courage à vous pour répondre à ces 12 questions. À la fois l'intérêt et la connaissance dont je me félicite de tous nos mécanismes. Donc, c'est extrêmement gratifiant pour nous et pour toute l'équipe de Banque des Territoires de voir l'intérêt que vous portez à notre maison et aussi la connaissance de nos sujets. Alors, il y a eu une question sur le mécanisme aux frontières. Là, très sincèrement, on n'a pas tellement d'avis. Il faudrait plutôt se tourner vers les services de l'État pour voir comment ça fonctionnait. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut sortir de cette naïveté vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des États-Unis, et qu'on a vraiment un enjeu très important au niveau européen si on veut avoir le modèle de développement que l'on promeut, cet équilibre entre transition écologique et puis cohésion sociale. Il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu, et je comprends que c'est un mécanisme aux frontières important à mettre en place. J'ai eu ensuite des questions très précises sur Logivolt et Movivolt. Alors Logivolt, ça, c'est vraiment une création dont on est extrêmement fier. Logivolt, c'est un dispositif de portage des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés. Alors dit comme ça, je vais sortir du vocabulaire technocratique pour vous dire c'est quoi le problème. Vous habitez en copropriété et puis vous avez besoin de raccorder dans votre parking votre voiture à l'électricité. Vous allez en assemblée de copropriétaires dire je voudrais bien qu'on me finance à la copropriété ça. Finalement, vous êtes assez mal reçu. Et donc, Logivolt, à ce moment-là, le syndic, et on a contractualisé avec plus de 3000 syndics, dit il y a une filiale de la Caisse des dépôts de la Banque des Territoires, ça s'appelle Logivolt, qui va faire l'avance des frais et qui va prendre en charge l'équipement collectif du parking. Et ça, on a fait, je vous dis, plus de 3000 syndics et on a investi plus de 280 millions dans cette filiale qui se développe bien. Et c'est la solution qu'attendaient les copropriétaires pour lever un frein à l'équipement en véhicules électriques. Sur Movivolt, là, c'est différent. Movivolt, c'est une société de leasing de véhicules électriques qu'on a fait avec notre filiale La Poste, qui répondait à la question des zones à faible émission. Là aussi, les élus ne veulent pas faire des zones à faible émission, mais les artisans, les commerçants disent « vous êtes gentils, mais moi j'ai un diesel, et je n'ai pas les moyens de me payer un véhicule utilitaire électrique ». Donc on a fait cette filiale Movivolt qui marche bien, qui doit avoir à peu près 1 millier de véhicules déjà en leasing et qui est plutôt en plein développement, mais on vous enverra des éléments plus précis. Alors sur la question des abattoirs de proximité, bon, la Caisse des dépôts est pas tellement, la Banque des Territoires n'est pas tellement sur les questions agricoles. C'est un monde dans lequel il y a beaucoup de dispositifs. On a parlé des SAFER.
traditionnellement, le ministère de l'Agriculture est très présent, et je dois dire, on a assez peu d'expertise dans ce domaine-là. Cela dit, on s'intéresse beaucoup aux circuits courts, au programme alimentaire des territoires, et s'il y a des projets qui sont portés par les collectivités locales ou qui sont portés par des émanations des collectivités locales, des syndicats intercommunaux, ils sont tout à fait éligibles à nos financements. Alors, sur la question qui avait été posée sur les aquaprêts, alors vous avez raison, le démarrage a été difficile. On a lancé les aquaprêts en 2019-2020, et le premier bilan a été difficile. Et puis il y a eu l'année de sécheresse, et puis nous avons compris quand même qu'il ne s'agissait pas juste de mettre un produit financier sur le marché, il fallait traiter les sujets de gouvernance. Et vous ne pouvez pas parler d'eau sans traiter les sujets de gouvernance et les sujets d'arbitrage entre l'utilisation des agriculteurs, l'utilisation des particuliers, l'utilisation des industries. Et c'est à partir du moment où on a commencé à travailler plus en profondeur l'écosystème et à travailler l'ingénierie qu'on a eu ce décollage. Et là maintenant, le décollage s'est fait avec le plan eau, et puis aussi après l'année de la grande sécheresse qu'on a connue. Et donc on a prêté plus de 2 milliards et on a annoncé le doublement à 4 milliards. Et je pense que au fur et à mesure qu'on va se développer, il n'est pas exclu, et ce sera peut-être quelque chose qui sera soumis à votre assemblée, que les départements reviennent dans le domaine de la compétence sur l'eau. Et je vois des endroits où je pense qu'il ne sera pas inutile d'avoir une compétence départementale pour faciliter la prise de décision dans les investissements sur les réseaux d'eau. J'ai eu une question sur le ZAN et sur la partie industrialisation. C'est vrai que le portail France Foncier qu'on a mené avec le CEREMA permet de mettre en valeur 600 sites. Actuellement, je pense qu'on est d'ailleurs plutôt à 850 sites, parce qu'au fur et à mesure que le portail grandit, les gens disent « mais pourquoi mon site n'y est pas ?» Et pour répondre à la question « est-ce que c'est adapté aux besoins ?», on a l'impression que c'est le cas, parce que ça fonctionne, le portail France Foncier fonctionne comme un seloger.com. On définit ses critères. On dit, voilà, je voudrais avoir 10 hectares, mais 10 hectares d'un seul tenant, 10 hectares à côté d'un raccordement RTE à l'électricité verte, purger des zones archéologiques. Donc c'est vraiment du foncier prêt à l'emploi. Et surtout, puisque nous, on met juste le rôle d'un portail, on renvoie vers les EPCI ou les agences régionales de développement qui, elles, ont décidé de mettre ce foncier à disponibilité, donc ils sont prêts à le commercialiser. Donc on n'a pas un espèce de foncier qui n'est pas disponible. Alors il y a une question sur Impulsion en Ardèche et sur la filière hydrogène. On la soutient, bien évidemment, on la soutient, et comme c'est une filière émergente, on a besoin d'être là au début et faire des projets comme Impulsion qui sont innovants et prendre une part de risque, parce qu'évidemment, c'est une filière qui est quand même moins mature que d'autres filières, et donc on est en plein soutien à la fois dans les stations d'avitaillement et dans des circuits. Je pense par exemple à ce qu'on a fait à Dijon, où à Dijon, vous avez des bennes à ordures à hydrogène qui amènent leurs ordures à la station, à l'UVE, l'unité de valorisation d'énergie. L'énergie permet de produire de l'hydrogène qui alimente les bennes à ordures. Donc on arrive à avoir des systèmes de ce type-là, et on suit le développement. On m'a posé une question sur les COP régionales. Nous y sommes associés. Les directeurs régionaux sont associés à la discussion et mettent à disposition donc toute la palette d'outils de la Banque des Territoires, le conseil, le prêt et l'investissement, et essayent d'articuler ça de façon la plus pratique possible. On les fait ici au niveau national. Je rappelle que pour le fonds vert, quand le fonds vert avait été lancé, les collectivités locales avaient la possibilité de dire « je souhaite de l'ingénierie de la Banque des Territoires » ou « je souhaite un prêt de la Banque des Territoires », et que les préfectures nous envoyaient le dossier et qu'on suivait le dossier. Beaucoup d'ailleurs de dossiers de rénovation d'écoles ont été mis en place à travers ce dispositif. Il y a une question sur les réseaux de chaleur, qui est une grosse thèse d'investissement, non seulement de la Banque des Territoires, mais aussi, on va dire, de la Caisse des dépôts, puisque vous avez vu qu'on avait pris 50% de Coriance. Coriance, c'est les anciens réseaux de chaleur de GDF, donc un gros investissement qu'on a fait cette année, parce qu'on pense qu'il y a un énorme potentiel dans les réseaux de chaleur. Vous avez cité le projet Constellium.
On en a d'autres. Comme il y a la députée de l'Ain, je parle du projet qu'on a à Ferney, où on utilise la chaleur fatale créée par le CERN. Comme j'ai vu Olivier Becht arriver, je ne peux pas évoquer le projet qu'on a à Strasbourg, où on utilise là, pour le coup, la chaleur fatale créée par Badische Stahlwerk à Kehl. Donc là, on n'est même plus dans les territoires français, mais il se trouve que de l'autre côté de Strasbourg, vous avez une immense usine sidérurgique qui chauffe le ciel au-dessus de Kehl et de Strasbourg, et qu'on va récupérer cette chaleur fatale pour alimenter le réseau de chauffage urbain de Strasbourg. On a lancé avec nos collègues de l'ADEME un prêt bonifié pour que les logements sociaux qui veulent se raccorder à un réseau de chaleur aient des prêts spécifiques avec des conditions très favorables. Et on pousse les logements sociaux à se raccorder au réseau de chaleur. Alors sur les logements sociaux et la ruralité, il y a une question de savoir comment est-ce qu'on pouvait développer les logements sociaux dans le domaine rural. On le fait, et je pense que le bon vecteur, c'est les offices départementaux. Sur les parties de développement du logement social, évidemment, on est très présent sur les métropoles. Et là, j'ai envie de dire, c'est les ESH qui développent beaucoup le réseau en métropole. Et on a des offices départementaux dont véritablement le rôle est de veiller au bon maillage territorial du logement social. Sur la spéculation foncière qu'on a évoquée en Guyane, il y a quand même, nous, un prêt Gaïa qu'on a mis en place sur le foncier. On travaille beaucoup aussi avec les EPF et on pousse les collectivités locales à reprendre la maîtrise de leur foncier avec des conditions financières attractives. Et on essaye, ça me fait le lien aussi avec Tonus Territoire, de pousser Tonus Territoire les solutions dites de démembrement avec du bail réel solidaire où le foncier est possédé par la collectivité locale et où on vend juste la partie construction bail réel solidaire. Et sur Tonus Territoire, on est en plein développement de cette filiale qui a trouvé son économie. Non, c'est simple. Pour dire effectivement, alors j'ai pas les derniers chiffres effectivement en termes de réalisation, on pourrait aussi vous les fournir après coup, mais je crois qu'on est aussi dans une dynamique de pouvoir, le cas échéant, remettre de l'argent en fait dans la filiale pour pouvoir soutenir son développement. Sur lesquels je vous apporterai un complément parce que je ne connais pas suffisamment le dossier. Mais j'ai bien noté la question. Merci. Merci d'avoir répondu avec autant de précision aux questions des collègues, jusqu'à connaître même leur territoire, des projets sur leur circonscription. C'est assez remarquable pour être souligné, donc un très grand merci. Et je pense que vous avez compris l'intérêt des collègues pour ces sujets d'adaptation, d'atténuation. Et nous sommes, nous aussi, à votre disposition pour participer dans nos circonscriptions au déploiement des activités de la Caisse des dépôts. Prochaine réunion, chers collègues, mardi 28 mai, après, chers collègues, s'il vous plaît, après le vote solennel sur le projet de loi d'orientation agricole, audition de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes sur l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique.